Bonjour et bienvenue à Afrique Presse, l'émission débat RFI TV5 Monde consacrée à l'actualité africaine et internationale de la semaine. À mes côtés, Hassan Diop de Radio France Internationale, Sabine Sessou d'Afrique Magazine et Jean-Baptiste Placa, éditorialiste à RFI. Au sommaire, que se passera-t-il le 1er octobre dans les deux provinces de l'ex-Cameroun occidental, 55 ans après la réunification? Les partisans de la sécession veulent proclamer la naissance de la République d'Ambazonie. Ce serait le point d'orgue de la crise qui, depuis un an, oppose les ressortissants des deux provinces anglophones au pouvoir central francophone. 3 ans après la chute de Blaise Compaoré, son frère François, et conseiller économique, sort du silence. Dans une longue interview accordée à l'hebdomadaire Jeune Afrique, il reconnaît que la révision constitutionnelle voulue par Blaise Compaoré a été une erreur politique et salue l'élection de Roch Marc Kaboré, qui à ses yeux était le meilleur candidat. 55 ans après la réunification entre l'ex-Cameroun occidental et oriental, le pays reviendra-t-il au fédéralisme? À Yaoundé, malgré le silence de Paul Biya, cette option n'est pas envisagée, mais pour les leaders anglophones, la sécession est la seule option qui leur reste face au refus du pouvoir d'apporter des réponses à leurs revendications exprimées depuis un an. Le reportage de Laurie Fachot. Un seul étendard pour ces manifestants, liberté et indépendance, en bleu et blanc, les couleurs symboles du drapeau de la minorité anglophone qui rêve de s'affranchir de Yaoundé. Cela fait 56 ans qu'on souffre. Pas 56 jours, 56 ans. C'est une situation dont la zone anglophone ne peut même pas parler librement et publiquement. Regardez-moi, je suis étudiant et je ne peux même pas aller à l'université. J'ai décidé de changer le système, on n'a pas de travail. L'exaspération des anglophones est immense, leur détermination sans faille, à la mesure de leur sentiment d'abandon. Le gouvernement doit se calmer, vraiment. Il doit calmer le jeu. Il ne devrait pas croire qu'il est tout puissant. Et de toute façon, si le gouvernement ne veut pas négocier, nous allons rester mobilisés. Je suis désolé. Le président Paul Biya a joué la carte de l'apaisement. Il a décrété l'arrêt des poursuites judiciaires pour terrorisme et rébellion contre les dirigeants de la minorité anglophone. Mais les manifestants réclament toujours la libération de la trentaine d'indépendantistes restés en prison, et cela malgré la vague de libération du mois dernier. Hassan Diop, à quelques heures même de la date fatidique, des voix s'élèvent pour appeler à la raison. Le secrétaire général des Nations Unies demande aux autorités camerounaises d'œuvrer en faveur de la réconciliation nationale. Les indépendantistes iront-ils jusqu'au bout? Alors, d'abord, je pense que pour l'instant, la situation actuelle, en ce qui concerne ceux qui réclament l'indépendance, ils sont peut-être minoritaires. Je ne pense pas que ce soit l'ensemble de la population anglophone qui réclame cette indépendance. Mais cette réaction qui a abouti à cette quête, à cette revendication d'indépendance, je pense, a été provoquée par l'attitude du pouvoir. C'est-à-dire que le pouvoir, dès le départ, a voulu considérer ces revendications comme relevant d'une contestation qui relève du droit commun, trouble à l'ordre public, atteinte à la sûreté de l'État, terrorisme, etc., etc., alors qu'il y a un véritable problème de fond qui nécessitait un dialogue. Lorsque la semaine dernière, le ministre de la Communication a dit que ces sécessionnistes, nous allons les traiter comme on traite Boko Haram dans le nord du pays, il est évident que ça ne va pas arranger la situation et quand bien même ce désir d'indépendance est sans doute minoritaire, il est entendu que les populations qui jusqu'ici sont modérées dans cette zone anglophone, ces populations, évidemment, vont se braquer contre ce mélange, c'est-à-dire comparer une population qui a des revendications d'ordre social, culturel, économique, légitime, les comparer à des terroristes comme Boko Haram qui tuent aveuglément, indistinctement. Je pense que c'est une attitude déplacée. Cela dit, que l'ONU se mêle de la situation me paraît là aussi non pas mettre de l'huile sur le feu, mais donner une dimension qui peut-être
pour l'instant, n'est pas à l'ingérence ou à l'immixtion de la communauté internationale pour régler le problème. Je pense que régler le problème est aussi simple que établir un dialogue entre le gouvernement et les leaders de cette contestation, point barre. Et j'en termine d'ailleurs parce qu'à propos de l'ONU, on a entendu dans les coulisses des Nations Unies un certain nombre de responsables, dont je tairai les noms, dire que oui, si rien n'est fait, on s'achemine vers un génocide. Je crois qu'il faut quand même donner raison garder et donner leur sens aux mots. Jean-Baptiste Placard, le mutisme de Paul Biya. D'abord, puis cette crise anglophone. Je pense que Hassan, il ne faut pas dire une minorité, parce que c'est toujours 1000, 2000, 3000, 5000, 10 000 personnes qui commencent par se lever pour exprimer quelque chose. Et il faut toujours considérer aussi que lorsque il y a ce genre de mouvement, c'est qu'il y a des problèmes derrière. Vous l'avez reconnu. Et le ministre de la Communication du Cameroun n'est pas sérieux lorsqu'il dit que ces gens sont effectivement assimilables à Boko Haram, que c'est un mouvement insignifiant, minoritaire, ainsi de suite. Ce n'est pas sérieux parce qu'il y a un problème. Et lorsqu'il dit qu'il n'y a pas de problème anglophone au Cameroun, il y a un problème. Et les gens, lorsqu'ils sont maltraités ou qui ne se sentent pas bien dans une communauté nationale, ont tendance à protester et à aller vers des revendications comme l'indépendance. Que l'ONU s'en mêle, c'est le droit absolu de l'ONU et c'est même le devoir de l'ONU parce qu'il ne faut pas oublier d'où viennent ces anglophones. C'est-à-dire que cette partie du Cameroun, comme d'ailleurs une partie de l'ouest du Togo, que certains Togolais continuent d'appeler le Togo britannique, à un moment donné, eux, ils ont été annexés au Ghana. Et à la faveur d'un référendum truqué parfaitement. Les Camerounais, les anglophones camerounais, on les a convaincus de la nécessité de rester au sein de la communauté nationale. On les a amadoués, on leur a proposé un certain nombre de choses. Et puis, 50 ans après, ces gens sont toujours marginalisés. C'est une réalité. Ils ont donné des chiffres et des faits pour illustrer les raisons pour lesquelles ils protestent. Donc, ce qu'il y a à faire, l'ONU doit s'en mêler parce que c'était des territoires sous tutelle. De la Société des Nations. Et l'ONU a validé en quelque sorte l'annexion du Togo britannique au Ghana. Il aurait pu aussi laisser faire, parce que ce qui s'est passé... Mais il faut peut-être rappeler, Jean-Baptiste Placard, que cette réunification ne s'est pas faite à marche forcée. Voilà. Elle a été signée par des leaders anglophones, notamment John Foncha et Tandem Mouna. Mais qui est le Foncha d'aujourd'hui dans la communauté, dans l'État camerounais? Qui est la personne importante qui occupe quel est l'anglophone qui a la position d'un Foncha dans l'État camerounais aujourd'hui? Alors, moi, juste à propos de l'ONU, je pense qu'à ce stade du dossier, que l'ONU se mêle de cette crise n'est peut-être pas la bienvenue, car à mon avis, ça ne peut que mettre de l'huile sur le feu. Lorsque historiquement, oui, mais que ça soit l'Union africaine, on peut le comprendre, mais que l'ONU, à mon avis, s'est donné déjà une espèce de dimension qui veut cette dimension existe. Il ne faut pas mépriser les souffrances des gens. Mais on ne le méprise pas, bien au contraire. On l'a défendu, on l'a expliqué, on comprend très bien le ressentiment. Oui. On l'a déjà traité de ça. Mais il y a l'intangibilité des frontières qui sont reconnues depuis les indépendances, et ça n'a pas été
imposé par l'ONU. Non, excusez-moi, Hassan. Je vais passer la parole à Oui, mais il y a une Dakar. chose à dire. Vous savez, l'intangibilité des frontières, l'OUA s'en est gargarisé pendant 3 décennies. Ça n'a pas empêché Le Soudan, l'Érythrée et un Soudan, certain bien nombre de sûr. choses. C'est-à-dire quand les populations ne se sentent pas bien dans une nation, qu'elles ont une spécificité, elles ont tendance à vouloir aller vivre leur malheur ou leur bonheur à part. Comme la Catalogne, sans doute, oui. Sabine Sessou, Et la Casamance, pour parler d'un du pays, Sénégal. que je connais mieux, c'est comme si les Nations Unies allaient émettre des avis sur la situation en Casamance, qui m'a l'air assez similaire à celle du Cameroun anglophone, avec un sentiment d'ostracisation, d'abandon, de marginalisation. Voilà. Au nombre de revendications, il y en a 3. L'État centralisé, le remplacement de la République unie par la République du Cameroun. Hein. On a fait sauter le mot uni et surtout le non-respect du bilinguisme. Sont-elles justifiées à cette Bien sûr, ces revendications, nous l'avons déjà dit sur ce plateau, on a déjà évoqué cette situation, on a évoqué les brimades, on a évoqué des comportements absolument injustifiés du pouvoir central de Yaoundé, la coupure d'Internet qui relevait effectivement d'une violation quasiment des droits de l'homme, c'est-à-dire du droit à la liberté, à la circulation de l'information, etc. Cette société anglophone est brimée, on ne la respecte pas au Cameroun. Et effectivement, ça aboutit aujourd'hui aux tensions que l'on connaît, mais je pense que l'issue et ce que refuse obstinément le pouvoir central de Yaoundé, ce C'est la que refuse sécession. obstinément, non, Biya, c'est de dialoguer. C'est d'établir un dialogue, de dire qu'il y a un problème politique. Il y a des revendications de fond, d'ordre social, économique, etc. Mais la solution passe par le dialogue politique. Or, il le refuse. Et j'en termine. Si effectivement la zone anglophone est hyper maltraitée, mais que dire de l'extrême nord du Cameroun ? De l'extrême nord du Cameroun qui est complètement à l'abandon depuis l'indépendance. Non. Jean-Baptiste D'abord, Placard. l'extrême nord du Cameroun n'est pas à l'abandon depuis, Ah bon depuis Et la terreur de l'indépendance. Boko Haram, comment Non, s'il vous plaît, Hassan. L'extrême nord du Cameroun n'est pas à l'abandon depuis l'indépendance. Denise, vous êtes camerounaise. Oui, il y a eu Ahidjo. Non, mais sous Biya, sous le mandat de Biya, c'est complètement... C'est une zone abandonnée, Jean-Baptiste. Mais c'est pas. Alors, il ne faut pas dire. Je n'ai pas dit depuis l'indépendance. Je n'ai pas utilisé le mot indépendance. Jean-Baptiste Placard. Il n'a pas utilisé Bon, l'indépendance. autant pour moi. Il y a- Mais en tout cas, depuis l'ère Biya, voilà. L'indépendance, c'est 60. L'arrivée au pouvoir de Paul Biya, c'est 22 ans après, 22 Très bien. ans après. D'accord, on Pendant ajuste 22 ans. juste, voilà, on 22 ans, ajuste c'est- juste Non, la chronologie. Je pense qu'il faut respecter les peuples, il faut respecter les populations, respecter leurs souffrances. Moi, j'ai été étudiant au Cameroun, et déjà sous Ahidjo, être anglophone, c'était pas un privilège. J'ai été étudiant au Canada, j'ai observé les frustrations des Québécois et des francophones canadiennes par rapport à l'ensemble anglophone. Ce sont des réalités. Mais quand les peuples se sentent marginalisés, brimés, et qu'on leur donne des positions, comment dit-on, sans consistance dans une nation, à un moment donné, elles peuvent poser la question de la justification de leur présence au sein de cette nation. Alors Sabine Sessou, pardon, quelle sortie de crise avant le 1er octobre? Y en a-t-il une? Honnêtement, je ne sais pas, mais je trouve que cette crise raconte quelque chose de presque plus intéressant sur la gouvernance au Cameroun que sur le problème de la marginalisation des anglophones. En fait, c'est la façon... Parce que l'État centralisé, ça vaut pour les 10 provinces du Cameroun. Hein. Oui, mais c'est aussi... Je pense qu'il y a une question de gouvernance au Cameroun qui se pose et qui est juste... C'est l'approche de la présidentielle de 2018, symptomatique. Non, mais enfin, c'est tous les événements qui se produisent depuis 20 ans au Cameroun, je pense. Moi, je pense que la situation en zone anglophone est le reflet, effectivement, de la gouvernance Paul Biya, qui est une gouvernance
figée, qui est une gouvernance qui manque d'oxygène, qui est une gouvernance qui ne s'est pas renouvelée. C'est une gouvernance, quand on parle de figée, ce sont les institutions. Et ça mine l'ensemble du pays, peut-être davantage effectivement la zone anglophone, où il y a aussi une partie de la richesse du pays. Et ensuite, mais qu'on le veuille ou pas, sans hiérarchiser les souffrances, cette mauvaise gouvernance de Paul Biya, cette gouvernance à distance, eh bien, se répercute aussi dans la situation du Nord Cameroun, de l'extrême nord du Cameroun, où il y a Boko Haram qui attaque, tue des tas de gens. Et effectivement, on n'arrive pas à juguler les choses. Et là où il y a le scandale, c'est que le ministre de la Communication, à court d'arguments, nous dit que les autorités vont traiter les anglophones comme on traite Boko Haram. C'est ça qui est inacceptable. Jean-Baptiste Plaka, il y a un mois, la seule concession faite par le pouvoir, ça a été la libération de quelques leaders, mais ce n'est pas suffisant puisqu'il y en a encore une trentaine qui sont emprisonnés. Quelle solution aujourd'hui? C'est-à-dire qu'on ne peut pas arrêter les gens et puis dire qu'on leur fait une faveur en les libérant, en leur rendant leur liberté. Tout cela, ça fait partie du mépris que ressentent ces gens. Et je pense que d'une manière ou d'une autre, il faudra se pencher sur le sort des anglophones camerounais qui ont été attirés dans une nation dont on leur a promis qu'ils feraient partie intégrante. Et malheureusement, ils sentent qu'ils sont en marge de la société. Ils ne sont peut-être pas les seuls, mais leur situation spécifique étant donné, vous savez, les anglophones camerounais, ils ont un modèle de comparaison, exactement comme les ex-anglophones togolais. C'est-à-dire, quand on est du Togo britannique, est-ce qu'on a envie d'appartenir au Ghana d'aujourd'hui ou au Togo que l'on observe? Et quand on est anglophone camerounais, est-ce qu'on a envie d'appartenir au Nigeria d'aujourd'hui, ou bien de vivre sa vie à part, ou bien d'appartenir au Cameroun? Ce sont des questions et un jour ou l'autre... Le retour au fédéralisme, Assane Diop, voilà. peut-être une solution. Il faut en débattre, absolument, peut-être une solution, il faut en débattre. Et je pense encore une fois, une vision manichéenne de la situation entre anglophones et francophones n'est pas la bonne solution. Opposer la population camerounaise francophone qui souffre autant que la population anglophone, parfois, du fait de cette situation de blocage politique qui existe au Cameroun, avoir une approche manichéenne, opposer les uns aux autres, ne me paraît pas la bonne approche. Vous savez, un dernier mot, Jean-Baptiste Plaka. Une des choses que moi, étudiant, j'ai aimé au Cameroun, c'est que vous entrez en amphi, vous attendez un professeur pour le premier cours. Il arrive, vous ne savez pas, il peut donner son cours en anglais ou en anglais. Et ça, c'est une richesse particulière. Mais la richesse ne peut demeurer que si on prend en compte effectivement... Toutes les entités. Absolument. Homme influent du régime déçu burkinabé, François Compaoré sort du silence. L'histoire rendra justice à Blaise Compaoré. À Blaise Compaoré, dit-il. C'est en ces termes que François Compaoré s'exprime dans l'hebdomadaire Jeune Afrique. Comment ces propos ont-ils été accueillis au Burkina Faso, où la rancœur des Burkinabés à l'endroit de François Compaoré semble plus vive qu'à l'endroit de l'ancien président? Assane Diop. Oui, alors, j'ai lu l'interview, naturellement. J'ai aussi lu quelques réactions. Il est évident que François Compaoré, il y a eu tout autour de lui un imaginaire qui a été construit. On lui prêtait des pouvoirs quasi surnaturels, d'organiser des messes noires, d'immoler quasiment des enfants, tout ça pour maintenir, pour que lui et son frère se maintiennent au pouvoir. Bon, dans l'interview, évidemment, il nie tout cela. On ne prête qu'aux riches, bien sûr, mais ce que moi j'ai constaté dans cette interview, c'est qu'il a un ton mesuré. Il a un ton mesuré, il n'y a pas de ressentiment, en tout cas. Les propos sur Roch Kaboré sont plutôt flatteurs. Les propos sur Roch Kaboré sont plutôt flatteurs. D'autre part, il reconnaît effectivement que c'était une erreur de vouloir modifier cette constitution. Alors,
le principal argument qu'il avance pour dire oui, mon frère voulait se mettre au pouvoir, c'est que il assurait beaucoup de médiation de paix dans la sous-région. Vous voyez, les crises se succèdent, les déstabilisations, le terrorisme, etc., etc. Alors, cet argument pourrait ne pas être recevable, car on avait proposé comme porte de sortie à Blaise Compaoré la direction de l'Organisation internationale de la francophonie, et il aurait pu effectivement continuer ce rôle d'arbitre, de sage, pour contribuer à la paix dans la sous-région et peut-être au-delà. Sabine Sessou, on notera que ces déclarations de François Compaoré interviennent un mois après la disparition de Salif Diallo, qui était le tombeur du régime de Blaise Compaoré. Peut-on faire un lien? C'est justement la question que je me pose. Je me pose la question du calcul politique qu'il y a derrière cette interview, parce qu'elle me paraît un peu surréaliste dans le côté mesuré du ton et aussi dans les enjeux politiques qu'il y a derrière. Parce qu'on a quand même un ancien président burkinabé qui se trouve en territoire ivoirien, qui est... la nationalité ivoirienne. Qui est ivoirien depuis un an. Qui est recherché par la justice de son pays et que la Côte d'Ivoire ne veut pas extrader. Donc on est quand même dans une situation, dans une configuration assez bizarre. Jean-Baptiste Placave, François Compaoré, comme son frère, ont tous les deux obtenu la nationalité ivoirienne il y a un an. Il y a donc peu de chances qu'ils soient livrés à la justice burkinabé. Oui. Bon, je pense que, comme on dit chez moi, on ne peut pas battre un enfant et lui interdire de pleurer. Et donc, joli proverbe togolais. Oui, c'est la sagesse et François Compaoré a le droit de pleurer sur son sort et de s'exprimer. Toute la question est de savoir si c'était le moment et si ce qu'il y a dans les pleurs est recevable par la population de son pays, parce que il relativise beaucoup de choses. Je pense que ce ne sont pas quelques personnes qui ont fait tomber son frère, c'est tout un pays qui s'est levé d'une manière qu'on a rarement vue en Afrique, c'est-à-dire le nombre de Burkinabés qu'il y avait dehors, jusqu'au 30 et 31 octobre de cette année-là, c'était impressionnant et ça fait que même si par quelques moyens que ce soit Blaise Compaoré revenait au pouvoir, je ne pense pas qu'il puisse gouverner ce peuple parce que c'était un rejet. C'est une réalité, il faut en tenir compte. Maintenant, il y a des détails sur lesquels on peut s'interroger. Quand il dit qu'il n'y a pas de mandat d'arrêt lancé contre lui, est-ce que c'est lui qui dit la vérité? Est-ce qu'il y avait un arrangement entre le pouvoir et les Compaoré pour les laisser en paix en faisant croire aux Burkinabés que la justice suivait son cours? Il y a énormément de questions. Je pense que il aurait eu, moi, à sa place, je me serais tu un peu plus longtemps. Il s'est tué pendant 2 ans, Jean-Baptiste. Voilà, il s'est tué pendant... Hassan Diop, c'est un appel du pied au régime en place. Oui, je crois que c'est il s'est tué pendant 3 ans, presque, puisque c'est en octobre prochain que ce sera la 3e année de la chute du frangin et de sa chute lui-même. Et que pour un journal qui a l'opportunité de faire la première interview de ce monsieur, après tout, c'est de bonne guerre. Encore une fois, je pense que dans cette interview, on ne décèle pas de volonté de règlement de compte. Et c'est vrai qu'il donne des justifications, par exemple sur l'affaire Zongo, il dit qu'il était à Paris, en Israël. En Israël, sur l'affaire Sankara, il a été au courant qu'à la dernière minute, enfin, etc., etc. Bon, il peut écrire sa propre histoire,
à ceux qui, effectivement, se plongent dans l'histoire et même dans les dossiers judiciaires, peut-être de prouver le contraire de ce que dit François Compaoré. Sabine Sessou, un dernier commentaire sur cette interview? Je trouve intéressant qu'elle paraisse au moment où le Togo s'énerve, je dirais. Parce que les événements d'octobre 2014 au Burkina sont restés dans toutes les têtes, mais au-delà de l'Afrique de l'Ouest. En Afrique centrale aussi. Et la peur du soulèvement populaire qu'il y a chez les dirigeants ouest-africains, enfin, Faure Gnassingbé est le dernier homme fort d'Afrique de l'Ouest, puisqu'il s'accroche au pouvoir alors qu'il dit truquer hontément les élections. Ça me paraît intéressant dans le timing et dans la portée que peut avoir ce genre de propos. À mon avis... Comme une mise en garde, un peu? Non, je pense que... À ceux qui s'entêteraient? Je pense que... Parce qu'il reconnaît que l'entêtement de Blaise Compaoré a été une erreur. Une erreur, voilà. Donc il y a ça d'un côté, et puis d'un côté, il y a l'impunité. C'est-à-dire que ces gens parlent très confortablement et décident un jour de donner une interview, d'accorder une interview, alors que, bon, il y a un passif. Il y a un passif. Donc que va-t-il advenir de Faure, qui craint aussi pour sa survie, qui craint un soulèvement populaire au Togo, même si la configuration, évidemment, est très différente. Dans un pays qui a peur et qui est soumis à la coercition militaire depuis des décennies, ce n'est pas du tout le même contexte. Mais il y a d'un côté, je veux dire, cette crainte du pouvoir qu'on sous-estime, la peur elle-même du pouvoir d'être balayé par la rue, et l'impunité qui suit. C'est ça qui me frappe. C'est la fin d'Afrique Presse. Merci à Hassan Diop de Radio France Internationale, à Sabine Sessou d'Afrique Magazine et à Jean-Baptiste Placat, éditorialiste à RFI. Vous pouvez revoir cette émission sur les sites de RFI et de TV5 Monde. Merci de votre fidélité.